On nous, on nous oppose comme ça des arguments d'autorité qui sont prétextes à surtout ne pas dialoguer et à ne pas s'interroger. Moi, j'ai essayé de voir ce qui marchait pas dans le revenu universel tel qu'on l'a proposé. Et dans le livre, d'ailleurs, à un moment, je dis que, comme tu l'as dit dans mon introduction, au moment de la présidentielle, je crois que la formule qu'on trouve n'est pas la bonne. En fait, on essaye de créer une première étape du revenu universel, un peu sous la pression des milieux économiques, d'un centre de femmes et d'hommes qui voulaient absolument qu'il y ait le chiffrage budgétaire. Et on produit une première solution qui n'est pas la bonne, à mon avis. D'ailleurs, je le dis dans le livre, et on y reviendra. Et c'est pour ça que j'ai voulu, réinterroger, y compris la propre formule que j'avais proposée. Mais voilà, donc c'est la clé d'entrée, c'est ça. Et puis après, j'ai voulu aussi, pour rien de cacher, imaginer ce que pouvait être la jambe sociale de la transition écologique. Je pense que fondamentalement, les inégalités environnementales sont des inégalités sociales et que les deux se mêlent. Mais j'ai essayé d'imaginer ce que pouvait être la protection sociale, c'est-à-dire la manière dont on repense la redistribution des richesses à l'aune d'un projet dans lequel on engage la transition écologique et à l'aune d'un projet dans lequel chaque individu, finalement, se voit doté des moyens de pouvoir changer son propre comportement, sa manière de consommer, sa manière de produire. Et c'est un peu tout ce travail-là, toutes ces réflexions-là qui m'ont amené à produire ce texte assez long, d'ailleurs. Il est là. Voilà. Aux éditions Les Équateurs, c'est ça, l'Équateur. Aux éditions Les Équateurs, absolument. Tu as raison de citer. Ouais, Les Équateurs. Et je prends en même temps s'il y a des questions. Pour l'instant, je vois beaucoup de cœurs, c'est adorable. Vous pouvez continuer à lâcher des cœurs, mais vous pouvez aussi poser des questions. J'essaierai de les poser à Benoît si je les vois, et puis si elles seront pertinentes. Sur une remarque qui vient souvent, tu disais les personnes à qui on pourrait octroyer ou qui pourraient recevoir, parce que ça serait leur droit, ce revenu inconditionnel. Donc si on fait très rapide, revenu de base, c'est revenu individuel, que vous travaillez ou non, qui n'est pas dépendant de la durée de travail de vos études. C'est un revenu inconditionnel, ça peut être 500 ou ça peut être 1000 euros, c'est à décider démocratiquement. Revenu de base, revenu universel, revenu d'existence, inconditionnel, associé à la personne. Et effectivement, bien souvent, on nous répond la valeur travail. Moi, je crois à la valeur travail, c'est par le travail qu'on s'émancipe, ceci, cela, etc. Moi, fondamentalement, j'ai l'impression que la valeur travail dans ce pays, elle est passablement galvaudée. C'est-à-dire qu'en gros, les plus riches, c'est ceux qui travaillent pas. Et on a des capitaines d'industrie qui ne font que hériter, qui récupèrent les entreprises de leurs parents. Et puis, il y a ceux qui travaillent et celles qui travaillent comme des dingues. On l'a vu pendant le confinement, qui peuvent être profs, qui peuvent être le personnel soignant, qui peuvent être dans la logistique et qui amenaient la bouffe dont on avait absolument besoin, ou les caissières et les caissiers. Là, il n'y a pas de valeur travail, ou plus exactement, ils ne sont pas rémunérés à la hauteur de on va dire, l'utilité sociale de leur travail. Et quelque part, avec le revenu de base, moi, j'ai l'impression qu'il y a une capacité de remettre une adéquation entre le revenu et l'utilité sociale du travail. Un trader, il peut gagner sa vie, mais un éboueur ou une caissière et autres ont une utilité sociale fondamentale qui n'est pas aujourd'hui reconnue dans ce qu'on appelle vaguement la valeur travail. Et l'autre point, c'est les syndicats sont qu'une forme de pouvoir de négociation collective. On est défendu par les syndicats pour obtenir de meilleures conditions de travail. Mais malheureusement, on sait bien qu'ils sont très affaiblis aujourd'hui. C'est pas qu'il faut s'en satisfaire ou l'acter, mais c'est comme ça. Et le revenu de base pourrait donner une espèce de pouvoir de négociation individuelle. Je reprends l'exemple de la caissière ou de ces personnes qui font les chambres d'hôtel, à qui on dit tu viens le matin, t'arrêtes pendant 4 heures et tu refais un shift l'après-midi. Quand on est au SMIC ou en dessous, on peut pas négocier. Avec un 500 ou 1000 euros de plus, eh bien évidemment, on aurait un pouvoir de négociation individuel. Comment est-ce qu'on fait pour parce que là, on est évidemment dans c'est une hypothèse que je pose. Comment on fait pour faire tomber ces préjugés et cranter un peu sur ces intuitions qui nous semblent justes, mais qu'il faudrait vérifier? C'est des expérimentations. Comment tu analyses la chose?
Écoute, des expérimentations, on en a. Il y en a une, toi-même, tu sais de quoi tu parles dans ce domaine-là. On en a, et on a des résultats, surtout. La dernière en date, c'est la finlandaise. On est très impatient de voir le résultat d'expérimentation allemande qui va durer sur 1 an. Il y a les expérimentations canadiennes. Elles montrent quoi? D'abord, la première chose, c'est que il y a quelque chose d'assez contre-intuitif. On est persuadé que dès lors qu'il y aura un revenu universel, les gens arrêteraient de travailler. Bon, il s'avère que là où ça a été expérimenté, les gens n'ont pas arrêté de travailler, ou de manière très très marginale. Faites l'expérience vous-même d'ailleurs, moi je l'ai faite régulièrement quand j'étais amené à m'exprimer devant des assemblées nombreuses. Vous faites ça dans un amphithéâtre, vous posez la question qui arrêterait de travailler s'il avait 750 € de plus en revenu universel? Il y a toujours quelques mains qui se lèvent, mais c'est très marginal. En réalité, il n'y a pas du tout de facteurs incitatif à l'arrêt de travailler lié au revenu universel. Première chose. La deuxième chose que tu m'as évoquée, c'est cette fameuse valeur travail. Alors j'y consacre beaucoup de temps dans le bouquin et je m'interroge d'ailleurs sur les origines de cette et dans la place qu'on lui accorde. Il y a une vraie rupture entre le christianisme et l'Antiquité. C'est le christianisme qui finalement opère ce tournant où le temps passé à travailler devient un exercice spirituel. Pourquoi? Parce qu'on va façonner le monde que nous a donné Dieu, et donc la création nous nous oblige, pour honorer Dieu finalement, à travailler, et s'il faut, à travailler dur. Le protestantisme va induire une transformation supplémentaire, puisque de facto, travailler dur, ne pas perdre, s'investir dans le travail, devient en soi quasiment un exercice spirituel. Et quand d'ailleurs tu regardes ce qu'était la devise des moines, ora et labora, en latin, et notamment les moines bénédictins, ça voulait dire la prière et le travail. Et il fallait tout faire quelque part pour maintenir l'esprit occupé et qu'on ne se perde pas dans finalement la paresse, la luxure, un loisir qui nous amène à nous distraire de ces exercices spirituels et de ce devoir d'honorer Dieu. Donc il y a clairement un tournant avec le christianisme. Il faut se souvenir que dans l'Antiquité, il y avait 2 valeurs qui dominaient, notamment chez les Grecs. Le scolé, qui était le temps passé finalement au loisir éducatif, à l'amitié, à finalement l'apprentissage de la sagesse, et l'absence de scolé, ce qu'on appelait askolias, qui était le temps qu'on passait à travailler pour subsister, était en hiérarchie moins important que le scolé. Donc il y a un tournant avec le christianisme. Alors, l'autre tournant qui va être absolument décisif, c'est évidemment le passage à la civilisation industrielle, la transformation des artisans et des paysans en ouvriers dans les usines, et le fait que désormais, pour travailler, il va falloir travailler dans les usines notamment, mais surtout vendre sa force de travail. Et là va se naître une asymétrie fondamentale entre le capital et le travail. C'est que celui qui travaille est obligé de vendre sa force de travail pour pouvoir vivre, et le capital, lui, n'est pas obligé d'acheter. Ou alors, il n'est pas obligé d'acheter votre force de travail, il peut en trouver toujours une autre, où il peut patienter quand il ne l'a pas. Et cette asymétrie va mettre les travailleurs en situation de dépendance vis-à-vis de l'emploi, de ce travail, obligés de travailler pour vivre, et va créer une forme de déshumanisation du travail qu'on constate, notamment qu'on a constaté dans les usines au moment de la révolution industrielle, mais qu'on constate aujourd'hui avec la révolution numérique, qui est une nouvelle étape dans la déshumanisation du travail, et d'ailleurs dans la déshumanisation des sociétés. Et j'ai essayé de voir comment on pouvait justement s'arracher à cette idée que on est utile socialement qu'en étant dans l'emploi. Tu l'as très bien dit, quand tu es bénévole en association, tu es utile socialement. Qui dira que le travail domestique n'est pas utile? Il est utile à notre confort, à la santé. Donc, il y a une multitude de manières d'être utile, et il faut qu'on arrive à faire bouger ces lignes-là. Alors, peut-être que ça va changer avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, avec le Covid, mais alors, le point que tu évoques, qui est le plus important, et je voudrais dire aux écolos et aux gens de gauche, c'est ce que tu as dit à la fin. Ce qui change radicalement, et qui fait qu'un certain nombre de milieux économiques ne sont pas favorables au revenu, c'est que dès lors que tu ne dépends plus seulement de ton salaire pour vivre, que tu as ton salaire plus 750 €, tu gagnes aussi une capacité à négocier, à changer ta propre vie, à maîtriser ta vie que tu n'avais pas auparavant. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une très belle
un travail remarquable de chercheurs américains que je mets dans le bouquin d'ailleurs, qui montre que, bon, on va dire, rien ne sont prêts à ça, mais c'est toujours bien de le démontrer sur le plan scientifique, qu'aux États-Unis en tout cas, la dégradation de la répartition entre le capital et le travail, de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que la richesse qu'on en crée, qui va au capital et qui va au travail, elle est directement liée à la dégradation ou au déclin du pouvoir des salariés. Aujourd'hui, les écologistes, la gauche, ceux qui sont attachés à la redistribution des richesses, doivent acter que le pouvoir ou l'asymétrie du pouvoir entre le capital et le travail qui est local et le capital qui est mondial, cette asymétrie est telle qu'aujourd'hui, les capacités à obtenir un nouveau partage entre travail et capital, ces capacités-là sont très faibles et même le pouvoir politique au niveau des nations ne parvient pas à modifier cette répartition-là. Il faut donc donner du pouvoir aux individus pour qu'ensuite cette somme de pouvoirs individuels donne de la force collective. Et le revenu universel, clairement, qu'est-ce qu'il me permet? Je gagnais 1 200 € par mois, je rajoute 750. J'avais des conditions de travail épouvantables. Je me retrouve cette fois-ci, parce que je ne suis plus dépendant de mes seuls 1 200 € de salaire, je me retrouve en situation de pouvoir choisir un temps partiel, ou clairement quitter un emploi pour aller en chercher le cas échéant ailleurs, travailler à un projet. Bref, j'ai une capacité à, cette fois-ci, négocier avec mon employeur, puisque je ne suis plus obligé de vendre ma force de travail aux conditions de mon employeur. C'est donc une affaire de pouvoir et d'émancipation qui se joue à travers cette pratique de la liberté et de l'autonomie. Alors, là, on touche à nouveau à des grands débats du début du siècle, alors là, qui animaient beaucoup, notamment la grande mouvance socialiste, communiste, en tout cas tout le mouvement ouvrier. Et c'est vrai que c'est très jaurétien, parce que Jaurès disait, bien sûr, l'existence détermine la conscience, comme disait Marx, quand je fais l'expérience de l'oppression, de l'aliénation, je vais pouvoir avoir le désir de m'en arracher et de m'émanciper. Mais il disait aussi que l'éducation, la pratique de la liberté, forge une conscience. Ça, c'est Jaurès qui le disait. Et je pense que là, on a une approche effectivement au sens politique, au sens philosophique, qui parie sur la capacité des individus à pouvoir apprendre de la liberté et de l'autonomie comme un moyen justement de pouvoir s'émanciper. Donc moi je crois beaucoup au revenu universel pour toutes ces raisons-là, et j'ai été long, pardon, mais bon, non, je t'en prie. Le bouquin, je l'ai encore un peu dans les doigts et dans la tête là. Voilà, donc mais bon, tu avais abordé des questions les plus importantes. Bon, je continue parce que on est plus de 300 là, donc et je vois toujours des petits cœurs, donc c'est que globalement tout va bien. J'ai noté pas mal de questions, il y a pas mal de questions. Merci tout le monde, vraiment. Je précise que Benoît les voit pas, donc c'est de ma faute si je les pose pas. Alors, je te l'ai fait en comment tu veux, parce que tu me dis comme tu veux, tu peux répondre aussi. Il y a une question, je pense que pour rassurer Louis, qui demande si est-ce que ça remplace les aides sociales ou ça les complète. Ça les complète. Ça les complète, ça va dépendre lesquels, ça va être l'objet du débat en fait. Évidemment, la question c'est est-ce que par exemple ça remplace les minima sociaux quand tu reçois aujourd'hui le RSA, ou est-ce que ça remplace minima sociaux et APL, est-ce que ça remplace, j'en prends une, ça va remplacer par exemple les allocations familiales. Je m'explique. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a une remise en cause de l'universalité des allocations familiales puisqu'elles sont mises sous condition de ressources, ce qui n'était pas le cas auparavant. Là, on imagine que le revenu universel, s'il était mis en place, en tout cas dans la formule que je propose, c'est et tout est discutable, mais j'ai essayé de raisonner sur une formule, c'est-à-dire donnée pour qu'ensuite on puisse en débattre. Donc moi, je proposais au présidentiel 750 € par personne, qui viendrait donc inconditionnel, universel et individuel. Ça ne dépend pas de votre situation familiale. Et quand on est mineur, 300 € par personne, sous la forme de 200 € donnés aux parents pour l'éducation des enfants, donc par enfant, et de 100 € immobilisés par mois par enfant, ce qui fait donc 1200 x 18, et qui serait ensuite disponible comme un capital d'émancipation pour tout jeune à ses 18 ans, qui aurait là, non seulement il obtiendrait le revenu universel, mais il aurait en plus ce capital d'émancipation pour se lancer. Bon, donc on a clairement là un revenu universel qui va se substituer à des dispositifs de protection sociale qui existent, mais pas à tous évidemment, parce que le but c'est pas par exemple de remplacer des prestations qui par exemple compensent le handicap, par exemple. Mais ça va être l'objet du débat. En tout cas, il complète.
complète bon nombre des revenus existants et complète le salaire. Est-ce que tu as chiffré, j'ai une autre question sur le fait que si on distribuait le revenu de base, une personne pourrait décider de travailler moins. Entre guillemets, c'est une RTT choisie. On ne dit pas vous descendez tous à 30 heures ou 28 heures, mais la personne qui est à 35 ou 40, elle peut décider individuellement d'estimer qu'elle fait un arbitrage. Est-ce que ça, on a chiffré, on pourrait estimer, ou ça reste à faire, de savoir combien d'emplois ça pourrait libérer? Alors, j'ai pas vu passer tu peux être sûr que ça libère par exemple des centaines de milliers d'emplois étudiants, par exemple. À partir du moment où tu as le revenu universel, ces emplois-là sont spontanément libérés. Tous ceux qui sont en temps partiel subi, c'est-à-dire qui ont des temps partiels, se retrouvent dans une situation de devoir revoir un petit peu la manière aussi dont ils peuvent changer de travail. Ceux qui sont sur des travaux difficiles, ce sont souvent des métiers féminins, pourraient aussi revoir les conditions dans lesquelles ils peuvent basculer vers un temps partiel, cette fois-ci choisi. Ce qui est clair, c'est que je pense que la mise en œuvre du revenu universel doit s'accompagner d'une politique d'aménagement du temps de travail et de réduction du temps de travail, ce qui fait d'ailleurs sens. Parce que c'est une incitation à revoir la qualité et le contenu des emplois et évidemment le temps de travail. Donc, moi, je l'ai pas modélisé, ça. Enfin, moi, je peux pas. Je suis pas. Par ailleurs, ce sera le boulot d'économiste que de le faire. On a par contre essayé de modéliser les conséquences, et on l'avait fait pendant la campagne, mais on l'a fait depuis, de la mise en œuvre d'un revenu universel sur l'emploi lui-même. Il y a souvent la question, on me dit, le revenu universel, il va conduire à un peu d'inflation. Sans doute, mais l'inflation, c'est pas mauvais. Ça permet de combattre l'économie low cost. Et je rappelle que l'économie low cost, c'est surtout une économie à gros coûts écologiques. Et que le fait de remplir nos caddies, de la fast fashion, du low cost alimentaire, etc., c'est surtout un coût écologique considérable. Donc le fait demain pouvoir payer au juste prix ce que l'on achète, c'est aussi une garantie peut-être d'acheter moins, mais c'est surtout d'avoir un mode de production qui se tourne vers la recherche de l'optimum écologique en plus de l'optimum économique. Merci d'avoir abordé l'inflation parce que ça revenait souvent. Il faut noter que l'inflation, c'est quand on crée de la monnaie. Or là, il est question plutôt de le financer à travers l'impôt ou à travers de nouvelles taxes comme la taxe Tobin. Il y a pas mal de questions sur le financement, donc on y reviendra. Si on peut dire qu'on reste encore 5-10 minutes. Mais l'inflation, comme tu disais, c'est pas forcément mauvais en soi. C'est l'hyperinflation qui est dangereuse. En ce moment, on est plutôt en déflation. Et donc, l'inflation, en fait, n'est pas forcément problématique, notamment pour toutes les personnes qui ont pris un crédit et qui sont les plus dans la difficulté. Donc, il y a un arbitrage à faire là-dessus, mais le revenu de base conduit pas du tout à l'hyperinflation. J'ai une question qui me tient à cœur, que j'ai vu passer. Est-ce que si je la mets comme ça, tu la vois? Parce que tu es allé assez vite là-dessus. Comment le revenu de base protège la planète? Et tu faisais vraiment le lien entre la transition écolo et la justice sociale. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Écoute, le revenu de base, il est l'instrument par lequel, au fond, je vais prendre les choses dans l'ordre. Moi, je pense que la transition écologique, elle suppose de changer, ça on est tous d'accord, de modèle de développement. Donc, il y aura des politiques publiques qui vont changer les indicateurs de richesse, par exemple, décider demain que les indicateurs à partir desquels on considérera que se situe une bonne politique publique ne seront pas que la croissance du PIB, qui est une convention qui date de l'après-guerre, et dont on voit bien que cette convention est une convention erronée dès lors que on peut faire du PIB et des inégalités sociales et de la dette écologique, voire même des catastrophes écologiques. Donc, à partir du moment où on garde ce PIB et on le met à sa place et qu'on complète par d'autres indicateurs, il va falloir construire des politiques publiques qui, à travers l'instrument de l'investissement, de la fiscalité, vont nous amener à modifier la façon dont on produit de la richesse, on la répartit et quel type de richesse on produit. Première chose. Et je pense que pour que ça marche, il faut qu'on ait des alliés, que ces alliés soient les cellules économiques de base, les entreprises et les individus. Les individus en tant que consommateurs. Donc il y a
grands projets éducatifs à imaginer d'ailleurs. C'est des discussions qu'on a déjà avec Julien, qu'on aura encore, mais je pense que la question du projet éducatif arrimé au projet écologiste est absolument centrale et qu'il va falloir, et qu'on voit bien aujourd'hui, une grande partie des résistances qui existent dans la société sont liées à l'ignorance, notamment sur le climat. C'est fou d'avoir un consensus scientifique. Au passage, je le dis à tous ceux qui invoquent à tort souvent la question de la raison et du progrès. Aujourd'hui, le consensus scientifique, la raison commande de changer de modèle de développement. Donc c'est la science qui le dit. Aujourd'hui, c'est être contre l'esprit des Lumières que de ne pas engager la transition écologique. Et c'est fondamental à dire et à assumer. Une fois que j'ai dit ça, comment est-ce qu'on change les comportements? Le revenu universel, alors c'est le point sur lequel il faudra mettre évidemment de la conviction. Le revenu universel, je le redis, c'est un revenu d'émancipation. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autre choix que d'être en tout cas quelqu'un qui est mal payé, que d'être le vecteur d'un modèle économique, d'un modèle de consommation et de développement qui est déflagrateur pour la planète. Pourquoi? Parce qu'avec mon salaire de misère, pour pouvoir vivre correctement et participer à la société d'abondance, je n'ai d'autre choix que de consommer dans l'économie low cost. Et chaque bien, marchandise ou service low cost que j'achète, c'est une blessure supplémentaire donnée à la planète. Donc, en cela, le revenu universel est un instrument qui modifie radicalement la relation qu'on va avoir comme consommateur à ce que l'on achète, au bio, aux différents rayons dans lesquels on aura la possibilité d'arbitrer cette fois-ci entre ce qui est de qualité et ce qui n'en est pas. Bref, le revenu universel, c'est un coup, non pas de canif, mais c'est un coup d'épée à l'économie low cost. Et aujourd'hui, on n'a pas d'armes contre ça. Tu veux dire, tant qu'on a de la modération salariale, c'est terrible, mais t'es un parent célibataire. En Île-de-France, tu as par exemple 25% des familles qui sont monoparentales. Souvent, ce sont des femmes à la tête de ces familles-là. Si j'ai un petit salaire, mais que j'ai des gamins, j'ai pas d'autre choix fondamentalement que d'essayer d'assurer le minimum de confort à mes mômes. Et qu'est-ce que je vais faire pour que ces mômes disent « Ouais, même maman, moi les autres, ils ont ci, ça, ça, ça. » Eh ben, je vais aller, ou papa, je vais acheter low cost, je vais remplir le caddie, et j'ai pas de la possibilité de l'arbitrage. Le revenu universel, il change une chose, je veux le dire à tous les écolos et aux femmes et aux hommes de gauche sincères. Il donne le choix. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Avec mon salaire plus un revenu universel, ça donne le choix. Et que les gens de gauche qui flippent sur la Sécu, le revenu universel, il ne remplace pas la Sécu. La Sécu, elle est toujours là. Et ceux qui me disent, alors au passage, je vais donner une critique de gauche. On me dit, oui, mais c'est pas normal que Bernard Arnault ou François Pinault ils aient le revenu universel. Depuis quand les gens de gauche sont contre l'universalité de l'assurance maladie, par exemple? La grippe de Bernard Arnault ou de François Pinault, elle est remboursée de la même manière. À 25 ans, et donc, il y a quand même une règle qui veut que quand on réserve les droits aux pauvres, notamment, on dit les droits pour les pauvres, ce sont de pauvres droits. Pourquoi? Parce que quand les droits ne sont plus universels, notamment les plus riches ne consentent plus à l'impôt. On voit qu'ils y consentent déjà très très peu et de moins en moins, mais il est fondamental de penser une réforme qui soit universelle. Et puis je veux redire que par ailleurs, ce qu'on fera peut-être, l'impôt financera, et notamment l'impôt sur le revenu, en partie payé au premier euro au-delà du revenu universel, financera la mesure, et donc ceux qui gagnent le plus dans cette réforme, évidemment, paieront, comme la Constitution le prévoit, à hauteur de leurs facultés, donc beaucoup plus que ceux qui sont au bas de l'échelle sociale. Excellent. Bon voilà, j'ai essayé de faire vite. Non, je t'en prie, merci. D'autant que il y a une question qui revient quand même, c'est comment on le met concrètement en œuvre. Parce que là, on raisonne évidemment sur des concepts qui remontent à longtemps, la révolution pour Thomas Paine. On raisonne sur des expérimentations. Donc moi, je vous renvoie si ça vous intéresse, vers monrevenudebase.fr, qui a pu expérimenter grâce à des collectes publiques le fait de donner chaque mois 1000 euros par personne à des personnes tirées au sort. Ça a permis des expériences vraiment fascinantes. Des personnes qui étaient dans la pauvreté et avec ces 12 000 euros à l'année
issus de la contribution en fait, qui ont pu se soigner, qui étaient vraiment au bord il faut le dire, de la clochardisation, qui ouvraient plus le courrier parce qu'ils pensaient que c'était les huissiers, qui répondaient plus au téléphone et qui, en se soignant, ont pu ensuite reprendre un métier. Je pensais aussi à un autre profil qui, elle s'était fermé l'horizon, c'est-à-dire que elle avait un travail, elle gagnait sa vie, mais elle avait fait le tour de sa profession à environ 50 ans et elle ne voulait pas faire les revenus, les bilans de compétences qui auraient pu lui permettre de réfléchir à d'autres voies, parce qu'elle disait si jamais je tombe sur un boulot qui me plaît, mais j'ai pas les 5 000 € pour faire la formation, alors je le regretterai toute ma vie. Et donc comme tu disais, ça ouvre le choix. Elle avait cet argent, elle a fait le bilan de compétences qui était gratuit d'ailleurs, hein, et puis elle a trouvé la formation à quelques milliers d'euros qu'elle a pu faire, et maintenant elle travaille dans une société télécom et elle est très heureuse, et elle a comme une deuxième vie. Donc c'est aussi la pauvreté ou la précarité, ou comme tu dis la modération salariale, les bas salaires, le niveau de vie difficile qui nous met des œillères là où le revenu de base peut ouvrir des perspectives de lutte contre la pauvreté de manière très immédiate, et puis d'émancipation comme tu dis. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, la question qui revient, là j'en ai une de Pierre, mais elle a été formulée beaucoup par différentes personnes, c'est comment concrètement on finance. Et moi il me semble que dire aujourd'hui qu'on est en mesure de donner demain 750 € à tout le monde d'un claquement de doigts n'est pas faisable. La question c'est, faut-il y aller progressivement? Si oui, comment? Est-ce qu'on commence notamment par ces questions de non-recours? Tu disais des droits pour les pauvres, c'est des pauvres droits, c'est aussi, s'ils ne sont pas universels, du non-recours, et la question du fait que des gens qui ont accès au RSA ne le demandent pas, et donc n'ont pas le premier filet, alors même qu'ils y ont parfaitement droit. Comment tu as jeté des pistes comme ça de financement? Est-ce que c'est la taxe Tobin? Est-ce que c'est bien sûr une redistribution fiscale? Je t'en prie. C'est plein de choses. C'est plein de choses, Julien. Alors, la question du financement. D'abord, il y a combien ça coûte avant de se dire comment est-ce qu'on finance. Et ça dépend évidemment du montant du revenu universel. Les opposants au revenu universel, ils te diront le revenu universel de Benoît Hamon, c'est 750 € par mois. Donc on fait 750 € par mois multiplié par 12 pour l'année, et donc vous multiplié par 67 millions de Français, et ça nous fait 600 milliards d'euros. Ils disent mais où va-t-on trouver 600 milliards d'euros? C'est 25 points de PIB, vous vous rendez compte? C'est incroyable, on ne peut pas trouver tout cet argent. Bon. D'abord, ils font ce genre de calcul à la truelle. Ils oublient qu'il y a 14 millions de mineurs qui ne recevraient pas 750 €, mais 300 €. Donc, ça diminue évidemment l'ardoise. On peut considérer que les étrangers présents sur le sol français ne percevraient le revenu universel qu'aux conditions du bénéfice des minima sociaux aujourd'hui, qui est 5 ans de résidence. Donc, ça aussi exclut une partie des gens qui sont sur le territoire français. Au départ, c'est-à-dire les étrangers le percevraient, mais comme aujourd'hui, selon les mêmes règles que celles qui leur permettent de bénéficier du RSA, c'est-à-dire conditions de résidence, de 5 ans sur le territoire, etc., et d'autres critères. Donc, on arrive déjà à un coût qui diminue de plus de 100 milliards d'euros, donc ce qui n'est pas rien, donc on a 500 milliards d'euros. Quelle est la chronologie qu'on peut construire? La chronologie, selon moi, est la suivante. D'abord, il faut dire au préalable, le revenu universel est sans solution à fiscalité constante. Ça, je le confirme. Si on va regarder le budget aujourd'hui, les impôts tels qu'ils sont, en imaginant prendre ici pour mettre au revenu universel, c'est absolument sans aucune solution. Donc il faut penser une redistribution de la richesse pour financer le revenu universel. Pas pour creuser les déficits publics, puisque l'idée est là d'imaginer une réforme fiscale qui vient financer le revenu universel en attribuant cette richesse que l'on prélève au finissement du revenu universel, dont je rappelle qu'il remet des gens dans l'impôt, parce que le revenu universel est financé notamment par le fait que chaque Français paierait de l'impôt au premier euro gagné au-delà du revenu universel. Donc, il y a, puis en plus, le fait de consommer, ça fait de la TVA, je t'épargne, le revenu universel génère de la recette fiscale. Comme c'est pas juste un coût pour ceux qui vont être amenés, les uns et les autres, à payer pour le revenu universel. Première chose. La deuxième, c'est que moi, si je devais après j'arrive aux sources de financement, la chronologie, je l'imagine de la manière suivante. D'abord les 18-25. D'abord parce que
regardons les choses, ce sont ceux qui arrivent aujourd'hui dans toute l'Europe, les 18-25 Français, dans la situation la pire, la plus précaire. C'est que en France, les minima sociaux ne sont pas distribués aux 18-25 ans. C'est quasiment le cas dans toute l'Europe, mais pas en France. On considère qu'on peut être apte à voter, mais pas apte à recevoir des minima sociaux. Et la première chose d'ailleurs devrait faire le gouvernement, tu l'as dit, aujourd'hui, si on parle que du RSA, c'est de l'ouvrir aux 18-25 ans et de l'automatiser. C'est un calcul absolument lamentable et sordide que fait aujourd'hui l'État français. Il sait très bien qu'à partir du moment où, pour avoir le RSA, il faut le demander, il y a 30% des gens qui, par honte sociale, parce qu'ils ne connaissent pas le système, etc., ne le demandent pas. Donc on dit, vous avez le droit au RSA, mais en fait, quand vous ne le demandez pas, vous ne l'avez pas, et ainsi on sait qu'on fait des économies budgétaires sur le dos des pauvres. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, il faudrait automatiser, évidemment, et le RSA est distribué aux 18-25 ans. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il y a un trou dans la raquette aujourd'hui, il faut commencer par les 18-25. Coût de la mesure, entre 36 et 38 milliards d'euros. La deuxième étape, ensuite, c'est le revenu universel de 0 à 18 ans, de façon à commencer à préparer, d'abord à changer et à substituer au système des allocations familiales ce revenu universel versé donc en 2 morceaux, 100 € pour le jeune qui seront disponibles à ses 18 ans par mois, donc qui lui feront un capital de près de 21 000 €, et 200 € aux parents qui remplacent les allocations familiales. Coût autour de 52 milliards d'euros. Et la troisième étape serait évidemment la généralisation du dispositif. Quelles sont les recettes fiscales nouvelles que l'on peut mobiliser? D'abord, il y a évidemment la transformation de barème et des tranches de l'impôt sur le revenu, le fait qu'on paye de l'impôt au premier euro gagné au-delà du revenu universel, qui amènerait à ce qu'il y ait une redistribution aujourd'hui des sommes qui sont prélevées sur les individus et beaucoup plus conforme à leur capacité à payer. La deuxième chose, ce sont il y a 2 types d'impôts, il y a les impôts sur les ménages et les impôts sur les entreprises. Je reste sur les ménages en disant qu'il faut faire une refonte de la fiscalité sur le patrimoine. Et on a aujourd'hui une très auguste taxe foncière. Et la taxe foncière, il faut savoir que aujourd'hui, vous la payez indépendamment en réalité de votre situation économique. On va considérer, si vous achetez un bien, alors à Paris c'est compliqué d'acheter des biens, mais admettons que vous achetez un bien dans la ville de Brest, par exemple, et si vous faites un emprunt de 300 000 € pour acheter un bien de 350 000 €, vous allez payer de l'impôt sur ce bien, même si vous avez un gros passif lié à votre dette. Et vous allez payer le même impôt que celui qui hérite directement d'un bien de 450 000 € ou de 350 000 €, alors que vous êtes endetté à hauteur de 300 000 € et que lui, il a reçu ce bien-là. Bien, je pense qu'il faut, on l'avait proposé avec Piketty au moment de la présidentielle, à construire une fiscalité du patrimoine sur les actifs nets qui nous permettent, là, d'avoir une fiscalité beaucoup plus juste du patrimoine, notamment sur les patrimoines les plus élevés, puisque le travail remarquable de Lucas Chancel, Thomas Piketty a montré que les inégalités de patrimoine en France sont absolument vertigineuse, et que c'est bien parce qu'on n'a pas de fiscalité sur le patrimoine qui soit adaptée que ces inégalités prospèrent. Moi, je mets sous évidemment, il faudrait établir l'impôt sur la fortune, mais dans les faits, je pense qu'il ne faut plus qu'un seul impôt sur les actifs nets et qui englobe et intègre l'impôt sur la fortune. Ça, c'est pour les ménages. Donc, nouvelle fiscalité sur le revenu, nouvelle fiscalité sur le patrimoine. Les 3 impôts sur les entreprises qu'il faut changer, c'est taxe robot, ce que j'appelle la taxe sur les ressources naturelles, et la taxe Tobin. La taxe Tobin, on la connaît, je passe vite. Les 2 autres sont plus intéressantes. La taxe sur les ressources naturelles, c'est quoi? C'est de dire que toute entreprise dont l'activité économique se nourrit d'une part d'exploitation du commun, que sont l'eau, la forêt, les ressources fossiles, justifie qu'elle verse un éco pour remplacer ces communs d'humanité et développer des stratégies qui soient des stratégies écologiques. Et donc il faut là imaginer, c'est déjà été, on connaît le fameux dividende en Alaska, tu sais, où en fait issu du pétrole, ouais, issu du pétrole. Alors bon, tu vois, c'est toujours un peu casse-gueule ces trucs, mais cela étant dit, c'est cet esprit-là qui est intéressant, c'est que tu ne peux pas prélever les communs de l'humanité sans payer dégager des profits, sans payer un impôt spécifique
qui doit nous amener à penser cette question de la dette écologique et à développer des stratégies qui soient des stratégies alternatives. C'est que là, il faut une ressource spécifique. Donc on peut imaginer que cet impôt-là, pour partie, vienne financer le revenu universel, dès lors que le revenu universel s'inscrit dans une stratégie de transition écologique. La taxe sur les robots, alors là, on l'a beaucoup moqué, mais j'observe que vous êtes de plus en plus nombreux à en parler, c'est toujours pareil. C'est dommage que ceux qui la critiquaient maintenant considèrent qu'au moment où il y a une accélération de la substitution des hommes par les machines, il serait peut-être temps de réfléchir à ce qu'on pose la question de voir comment les machines et la richesse qu'elles créent, la richesse créée par les machines contribue à la protection sociale, au financement de la transition écologique. Or, ce débat-là c'est un impensé. Ça pose aucun problème à des boîtes d'économiser un salaire et les cotisations sociales qui vont avec, de remplacer l'individu par la machine, et que cette machine qui crée la même richesse que le travailleur avant, elle est mise à sa contribution sur rien. Ah ben ça, c'est plus possible. Ça, je veux dire, c'est pas possible de remplacer des individus par des machines sans qu'il y ait une cotisation prélevée pour financer ou la protection sociale ou la transition écologique. Donc là encore un nouvel impôt qui peut être mobilisé. C'est fondamentalement un changement de notre système de prélèvement obligatoire et qui vise à un nouvel équilibre entre le capital et le travail, et aussi, moi je ne vais pas le dire, un nouvel équilibre démocratique et social dans le pays à travers l'instauration du revenu universel. C'est civilisationnel, cette affaire. C'est pas, c'est un changement complet de manière de penser le développement, de se représenter le travail et la richesse. C'est pour ça que ça effraie ceux qui n'ont aucun intérêt à ce que le système bouge, parce qu'ils ont le pouvoir dans le système. Oui, et puis ça appelle vraiment à changer complètement sa manière de penser et la manière dont on nous a dit que la société forcément continuerait de changer comme ça. Alors, on arrive à la fin, mais là, l'impôt sur la taxe sur les robots me fait penser qu'en fait, aujourd'hui, on est plutôt le contraire. Aujourd'hui, notamment avec des subventions comme le CICE, on subventionne des boîtes comme Auchan qui inventent des supermarchés sans salariés. Donc, avant de dire que la taxe sur les robots, c'est idiot, on devrait d'abord s'interroger sur notre système actuel qui subventionne les destructions d'emplois. Puisque quand on permet d'innover, entre guillemets, pour supprimer des emplois, on subventionne le chômage. De la même manière, quand on met pas de contrepartie sociale et qu'on permet aux constructeurs automobiles d'aller délocaliser, eh bien, on subventionne très concrètement la perte d'emploi. Donc c'est civilisationnel et ça interroge complètement notre société. C'est fondamentalement le moment pour le faire. Moi, j'insistais en début, je suis allé assez rapidement, et là c'est la conclusion, mais c'est une crise sanitaire qui révèle tous les désordres du monde. Une crise qui provient de notre rapport au vivant. C'est la déforestation, c'est l'urbanisation, c'est la destruction des espèces protégées, c'est la mondialisation de l'agriculture. Le précédent coronavirus, il y a 16 ou 17 ans, avait mis 2 ans pour quitter la Chine. Là, il l'a fait en 2 mois. Et par ailleurs, toutes les politiques de SAP, des services publics et de l'hôpital en particulier, ont affaibli notre réponse. Et là, on a une crise sanitaire donc qui devient une crise sociale et économique d'ampleur. Ça ne peut pas repartir comme avant, et on voit que ce sont les pauvres, disons-le, qui sont les premières victimes, celles aussi qui ont des maladies environnementales, enfin des maladies qu'on dit issues du contexte environnemental et de l'environnement, comme l'obésité, comme le diabète. Et donc il y a vraiment un enjeu de prendre un gros virage. C'est 2022 qui offre cette perspective, et travailler le fond, travailler le sujet du revenu de base ou du revenu universel d'existence est absolument nécessaire. Donc merci pour le temps que tu as consacré pour ce live. Vous pouvez quand même aller chercher le livre dans des pick and collect, je crois qu'on dit comme ça. Je vous donne rendez-vous sur Place des Libraires pour aller chercher la librairie qui est la plus proche de chez vous. Il y a une initiative citoyenne européenne. S'il y a 1 million de personnes qui signent au niveau européen, donc c'est de l'ordre du possible, on est 500 millions d'Européens. 1 million de personnes qui signent au niveau européen pour soutenir ces revenus de base d'existence. Le compteur vient de démarrer, c'était fin septembre. Vous pouvez trouver plus d'informations sur revenusdebase.info. Et nous, il faut qu'on mette à profit, entre guillemets, ce confinement, ce temps de crise pour faire de la politique. Et en particulier, il y a les prochaines échéances
électorales, alors ça devrait être l'année prochaine, les régionales et les départementales, ce sont les départements qui distribuent le RSA. Tu as parlé du problème du non-recours. Un tiers des personnes qui devraient l'avoir ne l'ont pas. La région qui supervise pourrait organiser le fait que, une première pierre du revenu de base qu'on souhaite, c'est de rendre le RSA automatique, que la région Île-de-France, par exemple, se porte volontaire pour expérimenter ce revenu RSA automatique, individualisé et ouvert aux 18-25 ans, que les départements soient indemnisés pour ça, bien sûr. Ça, c'est une proposition qu'on peut peut-être travailler dans le temps de la campagne, quand la campagne viendra, pour faire de l'Île-de-France une région motrice sur la question de la lutte contre la pauvreté, de l'émancipation, de la justice sociale, et puisque le revenu de base est une question écolo aussi, de cette question écolo et démocratique. Si ça vous intéresse d'y contribuer, pour le coup, ça c'est sur idfécologie.fr. Merci Benoît pour ton temps. Merci à toi. Et sache que, juste pour que tu saches, il y a eu une enquête là qui a été faite pendant le post-confinement, une enquête européenne qui montre que près de 2/3 des Européens aujourd'hui sont favorables au versement d'un revenu universel, quel que soit le statut de la personne. Ce qui montre que dans les têtes, ça bouge. En fait, il ne faut pas qu'on se dise qu'on est minot là-dessus, parce qu'en fait, c'est en train de bouger. Il faudra encore travailler, mais c'est en train de... Ça bouge. On voit bien que même, en particulier avec cette crise, les idées fusent et les consciences aussi évoluent énormément. Donc, ce qu'il faut de courage, revenu universel d'existence, aux éditions Les Équateurs. Merci à toi. Merci Julien. Salut. Merci Benoît. À très bientôt. Ciao. Salut tout le monde. Merci. Ciao. Ciao.